Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce 20h. Nous sommes vendredi 11 février. Voici les titres. Le lieutenant-colonel Evrar Somda est le nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale du Burkina Faso. Officiellement installé ce vendredi matin au camp de Paspanga, Ouagadougou, le lieutenant-colonel Evrar Somda remplaça le colonel-major Omer Bambara. La police a toujours au taquet, mais hors de danger, 4 réseaux de présumés délinquants. Le service régional de la police judiciaire du centre a présenté à la presse à ce jour les objets volés par ces derniers qui vont des vélomoteurs à diverses armes. Et puis en Tunisie, nous assistons à la manifestation des juges contre la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature par le président Kais Saied. Les manifestants en robe noire se sont retrouvés sur les marches du palais de justice exhibant des affiches. La gendarmerie nationale du Burkina est désormais sous le commandement du lieutenant-colonel Evrar Somda. Nommé le 1er février dernier, le lieutenant-colonel a pris officiellement fonction. Les commandes donc de la gendarmerie nationale ce vendredi 11 février. Dans son discours, il a défini ses priorités qui tournent autour de la lutte contre le terrorisme et la corruption et la réorganisation de la gendarmerie nationale. La cérémonie de prise de commandement a été présidée par le chef d'état-major général des armées, le colonel-major David Kabri. Maxime Jean-Eudes de Bambara vous fait le point. Vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant-colonel Somda François de Sall Evrar, ici présent. Et voilà qui consacre officiellement la prise de commandement du nouveau chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le chef d'état-major général des armées l'installe dans ses nouvelles fonctions et s'ensuit le cérémonial de passation des témoins. Après environ 4 mois passés à la tête de cette institution, le colonel-major Omer Bambara passe le témoin au lieutenant-colonel Evrar Somda. La gendarmerie nationale à mon commandement. Garde à vous! Désormais investi des attributs de son commandement, ce dernier décline ses priorités. Conformément à l'objectif unique aujourd'hui dans notre pays qui est de restaurer la sécurité au sein des populations et de refonder l'État sur des bases solides. Donc nos priorités seront axées premièrement sur la lutte contre le terrorisme et deuxièmement en tant que gendarmerie sur les différents fléaux, les différents trafics qui contribuent à alimenter ce phénomène. Et deuxièmement, en ce qui concerne la refondation de l'État, notre priorité sera axée sur la lutte contre la corruption et la fraude afin de pouvoir assainir le paysage institutionnel du Burkina Faso. Et pour relever ces défis, le lieutenant-colonel entend réorganiser la gendarmerie nationale à l'image des gendarmeries sœurs de la sous-région afin d'être pleinement opérationnelle. Une réorganisation qui, selon lui, s'impose d'ailleurs après une 60aine d'années d'existence de ce corps. La réorganisation, elle est commune à toutes les entités. Comme je l'ai dit dans mon discours, il y a une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme qui est prête et ça va appeler à ce qu'on puisse donner des missions particulières à chaque entité. Et nous aurons besoin de cohésion à l'interne au sein des différentes forces et de cohésion externe afin de créer une synergie d'action entre les différentes forces de défense et de sécurité d'abord et entre les FDS et les populations d'autre part pour pouvoir réussir cette lutte qui est une lutte de nature insurrectionnelle qui se passe au sein des populations. Donc la réorganisation d'ensemble va prendre en compte ce facteur particulier de la menace. Face à la crise sécuritaire, le nouveau patron de la gendarmerie interpelle ses hommes à doper leur morale et revigorer la confiance en leur capacité guerrière incisive et décisive au combat. À tous les futurs chefs qui seront bientôt responsabilisés, à tous les gradés de contact, je vous confie un secret que j'ai expérimenté à la tête de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. Aimez vos hommes comme vos enfants ou comme vos frères et sœurs. Vous serez épatés par ce qu'ils sont capables de faire pour vous honorer.
Élevé au rang de chevalier de l'Ordre national en 2015, médaillé d'honneur militaire en 2013, diplômé de l'école de guerre Paris, le lieutenant-colonel Evrat Somda était jusque-là commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie nationale. Il a été nommé chef d'état-major de la gendarmerie nationale le 1er février dernier par le président du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration. Les filets du service régional de la police judiciaire du centre a pris plusieurs présumés malfrats constitués en 4 réseaux. Le butin de ces malfaiteurs a été présenté à la presse ce 11 février et leur mode opératoire défini. Il faut noter que des 4 réseaux, 2 étaient spécialisés dans les attaques à main armée. Quant aux 2 autres, ils se disputaient la place entre l'arnaque et la corruption dans le domaine de l'immobilier. Michael Tougri. Ces présumés délinquants étaient spécialisés dans les vols à main armée, le faux et usage de faux. Ils opéraient dans toute la ville de Ouagadougou et avaient pour cible les boutiques de transfert mobile d'argent. Composée de 6 personnes, cette bande a commis son dernier forfait le 7 janvier dernier dans le quartier Kalgondé où plus de 15 millions de francs CFA ont été emportés. Armés de Kalachnikov et l'un des pistolets automatiques. Ils ont fait irruption dans la dite boutique en tirant en l'air pour disperser la foule. L'un est rentré dans la boutique tandis que l'autre au dehors tirait pour intimider les riverains. Après des investigations, les hommes du commissaire principal Seydou Galbané vont mettre hors d'état de nuit 2 membres de la bande et saisir un impressionnant butin. On a pu saisir une pistolet automatique de calibre 765 qui a été volée, 6 chargeurs de Kalachnikov, 286 munitions de Kalash, 31 munitions de pistolets automatiques de calibre 765, 2 volumoteurs de marque Cirrus de couleur blanche, respectivement de couleur blanche, une moto de couleur Honda modèle scooter Airblade. A été également présenté aux hommes de médias ce groupe de présumés délinquants moins violents que le premier. Composé de repris de justice, cette bande est spécialisée dans les agressions et vols à main armée de vélomoteurs. Elle opère selon les informations des enquêteurs tard dans la nuit en binôme motorisé et cible ses victimes avant de passer à l'acte avec des armes blanches. Parmi la liste des victimes de ces hommes figure le nom de Ezekiel Nyonli. Parce que moi j'avais perdu l'espoir. Quand j'ai compris, j'avais perdu l'espoir. Le lendemain, je suis allé faire la déclaration au commissariat central. C'est à peu près 1 mois. C'est 1 mois après, voilà, qu'on m'a appelé ici. On m'avait dit de passer voir si c'est réellement ma moto, quoi. Le 3e groupe mis aux arrêts avait pour activité l'anarque. Il a été saisi entre ses mains un lot de coupures de papier noir en forme de billets de banque de 10 000 francs CFA dont la valeur est estimée à 150 millions de francs CFA. Ces présumés escrocs avaient aussi en leur possession des coupures en euros estimées à 7 millions. Leur mode opératoire a pâté leurs victimes en leur faisant croire que ces billets sont authentiques. Et vous dites que non, que c'est des billets de banque non encore, pas fini. Il suffit de mettre un produit pour pouvoir laver. Vous voyez, c'est bien écrit 10 000 et puis ainsi de suite. Donc on soutire, on prend le soin de mettre d'insérer des vrais billets, peints aussi en noir comme ça. Et on lave avec le liquide que je vous ai présenté ici, disant que c'est du mercure rouge. On lave, on vous remet, vous partez, vous dépensez. Convaincu, on vous dit, bon, tout ça là, c'est des billets de banque. Commencez maintenant à vous hypothéquer votre avenir, vos parcelles, tous vos biens. Et voilà, dès qu'on sent qu'ils ont tout récupéré avec vous, ils disparaissent sans laisser de traces. En plus de ces 3 réseaux, le service régional de la police judiciaire du centre a épinglé un maire, des conseillers municipaux et des promoteurs immobiliers d'un arrondissement de la ville de Ouagadougou. Ils étaient spécialisés dans la fraude et la vente illégale de parcelles. Ils sont poursuivis aussi pour des faits de corruption présumés. C'est vous l'arme là? La radio Spirit Holding, en partenariat avec UNALPHA, a organisé ce vendredi 11 février une conférence publique dont le thème était « Radio des années 60 à nos jours », un sujet évocateur qui a permis au conférencier Jean-Baptiste Ilboudo de faire le point des acquis de ce média plusieurs décennies après son implantation au Burkina Faso. Cette activité qui entre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la radiodiffusion a aussi été l'occasion de prodiguer des conseils aux hommes de médias dans le traitement de l'information, surtout en période de crise, et de reconnaître le travail des aînés dans ce domaine. Mamidriana Kamabou.
Même avec l'avènement et l'ampleur des réseaux sociaux, la radio reste l'outil de l'information la plus suivie au monde. Installée au Burkina Faso depuis 1959 avant l'indépendance, la radio a connu une évolution au cours de ces 60 années, surtout grâce au développement de la technologie, à en croire Jean-Baptiste Ilboudo. Le conférencier du jour a souligné néanmoins les inquiétudes dues aux nouvelles technologies. L'information est plurielle maintenant, mais trop d'informations aussi tue l'information. L'information est plurielle et maintenant il y a beaucoup de risques parce qu'avec le développement de la technologie, n'importe qui est devenu journaliste, n'importe qui est devenu créateur de nouvelles. Et c'est ça le danger qui menace l'information. C'est à vous de pouvoir faire la part des choses. Vous êtes des journalistes formés, savant qu'une nouvelle doit être traitée, vérifiée, recoupée avant de diffuser. Et ça, c'est votre responsabilité. C'est le défi que vous devez relever pour faire face aux forces d'information. Le journaliste Jean-Baptiste Ilboudo est revenu sur le rôle des hommes des médias dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information en temps de crise. Il interpelle les journalistes à être prudents et vigilants. On ne doit pas balancer n'importe quelle information diffusée par les terroristes. Parce qu'eux aussi, ils savent que la communication joue un rôle très important en situation de guerre. Donc le rôle que vous devez faire, c'est faire beaucoup attention pour ne pas être les chargés de communication des terroristes, en rediffusant n'importe comment les nouvelles concernant le terrorisme ou la sécurité. Ça, c'est un effort que vous devez faire chacun de vous, d'être du bon côté, choisir du bon côté, beaucoup, que d'être du côté des terroristes. À cette conférence publique, le conférencier a prodigué des conseils aux plus jeunes. Il a demandé aux hommes de médias à plus de rigueur dans leur travail, à avoir l'esprit de solidarité et à se cultiver davantage. Le journalisme, c'est d'abord de la culture. C'est la culture. D'abord la maîtrise de la langue française. Donc après la culture, il faut maîtriser les genres journalistiques. Savoir à quel moment il faut faire une interview, à quel moment il faut faire une table ronde, etc., etc. Et les règles les plus simples d'interview disent une question à la fois, mais pas deux. Bon, maintenant, il y a un certain nombre de valeurs qui ont changé. Le primat de la richesse, le primat de l'argent, au détriment du travail bien fait, au détriment du service de la nation. Et c'est vraiment dommage. Cette rencontre du donner et du recevoir a été organisée en prélude à la Journée mondiale de la radio célébrée le 13 février de chaque année. Pour marquer la commémoration de 2022, les organisateurs ont remis des attestations de reconnaissance aux doyens de la presse burkinabé. Marquer notre reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui ont donné leur vie et qui ont fait toute leur vie dans la radio, les dire merci pour ce qu'ils ont fait pour le monde de la radio. La radio des années 60, si le doyen allait développer, on allait s'en rendre compte que dans les années 60, c'était pas comme ça, il n'y avait rien, mais c'était la passion en tout cas qui guidait les uns et les autres. Une attestation de reconnaissance a été remise à la famille de la regrettée Ami Valiant, journaliste de WattFM True TV. Au Mali, le cadre d'échange des partis politiques donne 9 mois de prolongation à la transition. Cette offre n'est pas sans condition. En effet, le cadre propose que cette rallonge soit dirigée par de nouvelles autorités et non celles qui dirigent en ce moment même le pays, à l'exception du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette proposition a été faite ce mercredi 9 février à l'issue d'un séminaire. À retenir que la fin de la période initiale prévue pour la transition approche et le Mali est toujours engagé dans un bras de fer avec la CEDEAO sur le sujet. Correspondance de Bourima Soulou. Je jure devant Dieu et le peuple malien. Le 25 mars 2022, cela fera tout juste 18 mois que Bandao a été investi comme président de la transition. 18 mois était la durée initialement fixée par la charte de transition pour le retour à l'ordre constitutionnel. Cet engagement n'étant pas tenu, le cadre d'échange des partis politiques qui réunit plusieurs dizaines de formations politiques propose un nouveau chronogramme pour la transition. De 9 mois pour la durée de la nouvelle transition. L'adoption d'une nouvelle loi électorale consensuelle. La non-reconnaissance des autorités actuelles à partir du 25 mars 2022. Voilà, mesdames et messieurs, les différentes résolutions
prises au cours de ce séminaire-là. Le docteur Modibo Soumaré assure aujourd'hui la présidence tournante du cadre d'échange des partis politiques. Il estime que l'actuel Premier ministre est trop clivant pour conduire la transition. Il appelle donc à changer la présente équipe. Nous allons rassembler l'ensemble des forces vives de la nation pour proposer de nouveaux organes de la transition. Parce que nous appelons à une transition neutre, un gouvernement neutre avec un Premier ministre non clivant pour diriger les affaires du pays. Pour le docteur Soumaré, le président de la transition n'est pas le responsable du statu quo actuel. Nous espérons que le président de la transition comprenne le sens de notre message. Nous sommes prêts à dialoguer avec lui parce qu'il sait très bien que le problème ne se situe pas à la présidente de la transition. Le cadre propose aussi la mise en place d'un nouveau Conseil national de transition, CNT, l'organe législatif de la transition. Vous l'avez entendu en titre, quelques centaines de magistrats et d'avocats ont manifesté ce jeudi 10 février sur les marches du palais de justice à Tunis pour protester contre la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature par le président Kais Saied. En juillet 2021, le président tunisien, faut-il le rappeler, a suspendu le Parlement et limogé le Premier ministre. Des avocats et des magistrats en colère réunis devant les marches du palais de justice de Tunis ce jeudi. Ils dénoncent la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature annoncée par le président Kais Saied. Mais face au tollé provoqué, ce dernier a rétropédalé, évoquant une simple réforme. C'est un effet de communication, c'est un effet de médias. On n'a pas confiance au ministère de la Justice, au président de la République. Aujourd'hui, il y a une atteinte à l'indépendance de la justice par la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature. Le président tunisien accuse l'instance supposée indépendante et créée en 2016 pour nommer les juges de partialité et d'être sous l'influence du parti islamo-conservateur Ennahda. C'est une première. Il est inconcevable que le président de la République réunisse les trois pouvoirs entre ses mains. Donc là, c'est un grand recul en arrière. Et voilà, nous on est là pour lui dire qu'il doit réviser cette position, qu'il doit revoir toute cette démarche qui contraste avec l'esprit des droits des lois, qui est fondée sur la séparation des pouvoirs. La Tunisie traverse une grave crise politique depuis juillet dernier, date à laquelle le président Saied a imposé des mesures d'exception, notamment le gel des pouvoirs du Parlement, la destitution du gouvernement et la promulgation des lois par décret présidentiel, des mesures censées protéger l'État d'un péril imminent. Toujours à l'international, aux États-Unis, la mise en garde du président est très claire. Joe Biden a appelé ce jeudi les citoyens américains à quitter l'Ukraine maintenant en raison d'un risque accru d'une invasion russe. La Russie, accusée d'avoir amassé des dizaines de milliers de soldats aux frontières ukrainiennes en vue d'une invasion que les États-Unis ont jugée imminente. Moscou a démenti toute intention dans ce sens et réclamé des garanties pour sa sécurité face à l'OTAN. Les États-Unis, par la voix de leur président, ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Ukraine maintenant. Ce jeudi, Joe Biden a averti que la situation pouvait vite s'emballer malgré les efforts diplomatiques en cours depuis ces dernières semaines. En parallèle, Washington poursuit le déploiement de troupes en Europe de l'Est. Un premier convoi est arrivé ce jeudi sur une base militaire nord-américaine en Roumanie et de l'aide militaire a également été envoyée à destination de Kiev. Une partie de celle-ci est utilisée par l'armée ukrainienne pour des exercices qui se déroulent actuellement dans le Donbass. Ces images satellites issues de la société Maxar Technologies, basée aux États-Unis et publiées ce jeudi, montrent le déploiement russe aux frontières ukrainiennes, mais aussi au Bélarus, où Moscou mène actuellement des exercices militaires conjoints avec Minsk. Ces déploiements militaires russes inquiètent les pays baltes. L'alliance doit être prête à agir rapidement et de manière décisive dans la région. L'état de préparation militaire et la présence des alliés dans notre région restent des éléments clés d'une dissuasion crédible. Il est essentiel de renforcer le flanc oriental de l'OTAN. Dans cette crise, la Russie est accusée de vouloir envahir l'Ukraine. De son côté, Moscou dément et affirme vouloir assurer sa sécurité face à l'hostilité de Kiev et de l'OTAN.
À présent, nous parlons d'une école différente de celle que vous avez l'habitude de voir. Il s'agit d'une structure associative et éducative pour jeunes aveugles basée à Ouagadougou et qui relève de l'Union nationale des associations burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, UNABPAM. Créée en 1987 à l'école privée qui s'est fixée pour mission de contribuer à la scolarisation des jeunes handicapés visuels, avait commencé avec seulement un élève et un enseignant. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté qu'elle compte 197 élèves, parmi lesquels on peut identifier des apprenants bien portants. Sanata Seri. Il est 10h, heure de la récréation, et nous sommes à l'école des jeunes aveugles de Ouagadougou, EJA, une école créée par l'Union nationale des associations burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, UNABPAM, il y a 35 ans, dans le but de faciliter la scolarisation des enfants en situation de handicap visuel. Elle intervient dans les domaines de l'éducation spécialisée, inclusive, la réadaptation et la formation professionnelle des élèves non-voyants et malvoyants avec des programmes communs aux autres écoles du Burkina Faso. Depuis 2017, l'école des jeunes aveugles n'est plus spécifiquement une école spéciale pour non-voyants. Elle est maintenant une école inclusive qui accueille également des enfants voyants et d'autres types de handicaps. Les enfants voyants sont venus ici par la sensibilisation. Puisque déjà nos enfants vivent dans le quartier, les enfants vivent avec la communauté. Ils sont dans des familles d'accueil, des familles qui les connaissent depuis des années. Alors donc nous avons fait la sensibilisation pour dire qu'on souhaiterait recevoir des enfants voyants avec nos enfants non-voyants pour qu'ils s'acheminent et ils partent ensemble, qu'ils apprennent ensemble. Et c'est ce qui est fait. Alors, il y a beaucoup de parents qui ont eu confiance en nous, qui sont venus vers nous et puis inscrire leurs enfants voyants. C'est la fin de la pause et chaque élève se dirige vers sa classe. Mais avant, il faut soigneusement se laver les mains au savon. Là, nous sommes dans la classe du CEP1. Une classe inclusive qui accueille 17 élèves, dont 12 élèves handicapés visuels et 5 élèves voyants, encadrés par 2 enseignants, l'une voyante et l'autre non-voyant. Ici, difficile de faire la différence. Voyants ou non-voyants, les enfants sont traités de la même façon et tous participent activement au cours. Il faut dire que les enfants, ils ont le minimum d'équipement qui leur permet de prendre les notes d'écrit, de faire le calcul. Eux, maintenant, nous adaptons la pédagogie selon leurs possibilités. Il n'y a pas tellement de différence entre ce qui est dispensé ici et puis ce qui se passe dans les autres écoles. C'est le même programme, c'est la même méthodologie. Seulement, il y a des notions où on est obligé d'adapter, voilà, pour les faire comprendre. Pour ce qui est des difficultés majeures qui rencontre cette école, il y a le manque de personnel, surtout au niveau de la maternelle, et le manque de matériel didactique pour les enfants non-voyants, nous confie la directrice. Nous ne pouvons pas trouver aussi le matériel facilement pour nos élèves. Le matériel qu'ils utilisent, c'est du matériel spécial. Et ce matériel, on ne peut pas le trouver sur la place du marché. Alors, ce qui fait que les parents ne peuvent pas en acheter. C'est la structure qui essaie de trouver ce matériel avec ses partenaires pour donner aux enfants. Sinon, si nous demandons à un parent d'en acheter, le kit simple pour un enfant, c'est pas moins de 87 000 francs. Les manuels scolaires pour les non-voyants, il faut les traduire en braille. Et puis, nous n'avons pas une imprimerie braille sur le plan national. C'est la structure qui lutte pour traduire tous les livres. Nous avons été affectés ici de la fonction publique du MENA comme enseignant, mais cette année nous n'avons pas du personnel pour le préscolaire et aucune structure nous aide pour la prise en charge des monitrices qui sont dans ces classes-là. Alors jusqu'à présent nous avons fait la demande, mais ça n'a pas été, on n'a pas encore eu satisfaction. L'objectif de cette école n'est pas d'écarter ces enfants de la société, mais plutôt préparer et faciliter leur inclusion. Le jeune aveugle ou malvoyant est admissible à l'EJA dès l'âge de 5 ans pour y suivre les cours jusqu'au CM2.
Après son CEP, il peut alors poursuivre son cursus dans un lycée, puis à l'université avec des élèves voyants. Pour augmenter les chances de scolarisation des enfants vivant avec un handicap visuel, l'UNABEPAM a initié une politique de décentralisation de son système éducatif dans 6 régions du Burkina Faso. Et notre partenaire stratégique pour cette décentralisation était l'enseignement catholique. Cette politique de décentralisation avec l'enseignement catholique a touché la ville de Tinkodogo avec l'école Saint-Vincent-de-Paul et Kaya avec l'école cathédrale, Koudougou avec l'école Saint-Augustin et Ouéguia avec l'école Saint-Marius, et Gawa avec l'école Sacré-Cœur et Nuna avec l'école cathédrale. Une décentralisation qui s'est étendue dans les écoles publiques depuis 2017. L'école est soutenue par une cellule chargée de la reproduction des documents en braille et une équipe polyvalente composée d'enseignants du primaire, de transcripteurs, d'agents sociaux et de monitrices. Alors qu'elle a débuté seulement avec un élève et un enseignant, l'école des jeunes aveugles de Ouagadougou compte aujourd'hui 197 élèves, dont 132 non-voyants et 67 autres répartis dans les lycées et collèges du Burkina Faso. Et c'est la fin de cette session. Bessogré, John William Somda vous retrouve dans quelques minutes pour décortiquer l'actualité sportive. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 20h. Bonsoir.